La guerre 14-18 terminée, l'église Saint-Jean-Baptiste n'existe plus. C'est un tas de cailloux. L'église est à l'image de la ville, une ruine. Nicht ärgern, nur wundern. La paix revenue, les anciens habitants reviennent et s'organisent dans les ruines. Rue du Tigre, une chapelle-église en matériaux provisoires, à l'image des habitations est construite. Succédant à un bâtiment en bois et carton bitumé, la chapelle-église en briques de la rue du Tigre sera bénie le 27 août 1922 par Monseigneur Lecomte, évêque d'Amiens. La chapelle est encore vide. Monseigneur Lecomte, devant le presbytère, attend l'heure de la bénédiction. En procession, il traversera la grande place alors en reconstruction pour rejoindre la nouvelle église. Précédé par l'archiprêtre Accard, Monseigneur pénètre dans l'édifice religieux, suivi des nombreux paroissiens. Les fidèles sont tous rentrés, l'office peut commencer. L'église Saint-Jean-Baptiste n'est plus qu'un tas de cailloux. Que va-t-elle devenir? Certains pensent la reconstruire ailleurs. D'autres veulent restaurer le bâtiment historique. Aucune alternative n'est arrêtée. Mais dans tous les cas, la prise de décision n'est pas une priorité. En attendant l'épilogue qui risque d'être lointain, c'est dans cette chapelle-église que seront célébrés offices, enterrements, mariages et cérémonies religieuses. Sortie de mariage célébrée dans la chapelle-église. Les jeunes mariés posent à côté de l'automobile qui va les transporter vers les salons où le banquet de la noce sera dressé. Les mariages se succèdent. À la sortie de la cérémonie, l'automobile attend toujours les jeunes mariés. Il a fallu l'autorisation de l'architecte des monuments historiques pour photographier dans l'église en ruine les enfants faisant leur communion solennelle ce 15 juin 1921. Devant l'ampleur du désastre, les autorités envisagent de laisser l'église en l'état, en ruine, juste pour le souvenir. Quelle décision prendre? Restaurer ou reconstruire ailleurs? Il est vrai que dans le bâtiment religieux, seule une voûte, celle de la chapelle où se trouve la peinture murale, a été épargnée. Le conseil municipal de novembre 1919 évoque une reconstruction dans un autre lieu pour hâter les travaux. Une perspective de l'architecte Daniel Roguet nous présente le projet d'aménagement de la Grande Place avec la nouvelle église en face de l'hôtel de ville et l'ancienne en ruine. Devant la réaction négative des Peyronais, on abandonne cette proposition dès avril 1920. La décision de reconstruire à l'identique est prise. Mais à quand? Le début des travaux. Cérémonie religieuse dans l'église délabrée. Le projet de reconstruction de Saint-Jean-Baptiste est accepté par la municipalité et les différents services concernés le 9 février 1925. En attendant, les fidèles s'y recueillent toujours aussi nombreux, sous la pluie ou en plein soleil, mais toujours dans les courants d'air. En 1922,
la ville de Péronne adhère à la Société coopérative de reconstruction des églises dévastées du diocèse d'Amiens. L'architecte en chef des monuments historiques, Henri Moreau, établit le projet de reconstruction, dessins et devis du 31 janvier 1925, qui seront approuvés le 7 mai 1926 par le conseil municipal. Le chantier de gros œuvres est réalisé de 1927 à 1932 avec pour mission de réemployer un maximum de matériaux d'origine, pierres anciennes et sculptées. Les pierres calcaires neuves proviennent des carrières de Saint-Maximin dans l'Oise, et l'on utilisera le béton armé dans les fermes de la Charpente et les Chéneaux. Le 25 mai 1928, on pose le coq au sommet du clocher. Les travaux de l'église sont en bonne voie. Tous les corps de métier s'activent à sa restauration. Marie Fourré, inaugurée square Saint-Jean le 1er juillet, observera, devant les échafaudages, l'avancement des travaux. Enfin, à l'atelier de l'artiste verrier de Paris, le travail des vitraux se poursuit sans discontinuer. En mai-juin, nous en verrons poser de nouveau. Charles Accard, bulletin paroissial mensuel, La Tour Saint-Jean, juin 1931. L'artiste verrier de Paris sera Jacques Gruber, réalisant des décorations de vases pour la Maison d'Homme, des meubles pour Louis Majorel et des couvertures de livres pour René Feiner. Il est l'un des fondateurs de l'école de Nancy. Dans la chapelle Saint-Joseph, sa magnifique verrière célébrera le travail. Ici, l'enfant Jésus contemple son père Joseph, charpentier, œuvrant dans son atelier, tandis que sa mère Marie file la laine. Même si le gros œuvre est terminé, les travaux de rénovation de l'église sont longs. Sur cette photographie, les ouvriers préparent la charpente des cloches. C'est le 25 septembre 1931 que les cloches ont été remises au chemin de fer. Nous savons que les Beaux-Arts avaient confié la fonte de nos cloches à M. Georges Farnier de Robécourt. La fonderie de Robécourt est une fondation qui remonte au XVIIe siècle. Elle est la plus importante de Lorraine et de tout l'Est de la France. Depuis 1850, plus de 4200 cloches sont sorties de cette fonderie et livrées tant en France qu'à l'étranger. Rien que depuis la guerre, M. Farnier a fondu plus de 2000 cloches. Dans l'Est, qui est si amateur de belles sonneries, il a établi une quantité de carillons et des plus magnifiques. Ce chiffre est éloquent. Il nous dit à lui seul la confiance qu'inspire la fonderie Jeanne d'Arc de Robécourt. Archiprêtre Charles Accard, bulletin paroissial mensuel, La Tour Saint-Jean, octobre 1931. C'est une grande joie pour nous de vous annoncer officiellement la bénédiction solennelle des cloches de l'église Saint-Jean par Monseigneur le Comte, le dimanche 15 novembre 1931 à 14h30. Il est facile de connaître leur poids et leur tonalité, le fondeur ayant pris soin de graver sur les reins 2080 kg, 1416 kg, 997 kg et 828 kg, donnant le do dièse, le ré dièse, le fa dièse. Les musiciens auraient préféré avoir la note mi dièse au lieu du fa. Ils ont raison. Mais en pratique, l'harmonie sera la même. Charles Accard, bulletin paroissial mensuel La Tour Saint-Jean, novembre 1931. La paroisse Saint-Jean publiera une plaquette où seront précisés le nom des cloches, leurs parrains et marraines. La première se nomme Suzanne Émilie Françoise Marthe. La seconde, Chantal, Élise, Marguerite, Marie, Marie-Geneviève. La suivante, Monique, Jeanne, Magdeleine, Lucie.
La dernière, Christiane Henriette Jeanne Suzanne. Leurs parrains et marraines seront des personnalités marquantes de la ville. Une 5e cloche plus discrète, destinée au monastère des Clarisses, sera bénie ce même jour, le 15 novembre 1931. Quant au coût de l'électrification des cloches, il sera pris en charge par la paroisse, les dommages de guerre ne finançant que ce qui existait avant-guerre. Façade de l'église Saint-Jean-Baptiste restaurée. Comme des stigmates douloureux du passé, quelques impacts de projectiles marquent à jamais la pierre. On y redécouvre, nés des ciseaux des frères du Toit au XIXe siècle, à droite, la statue de Saint Paul tenant son épée, et à gauche, celle de Saint Pierre brandissant les clés du paradis. Invisible sur la photographie, la loge située tout à droite, au coin de l'église, accueillera bientôt la statue de Sainte Radegonde. L'église reconstruite. Ça a été une grosse émotion le jeudi 14 janvier à midi d'entendre pour la première fois les cloches sonner dans la tour Saint-Jean. Au premier coup, de tous côtés, on accourt sur la place. On voit bien les larmes couler. C'est que nos nouvelles cloches éveillent tant de souvenirs. Souvenirs des jours heureux, souvenirs des jours malheureux. Grâce à Dieu, elles sonnent aujourd'hui joyeusement. Elles sonnent la résurrection de la ville, et avec elles nous pouvons chanter de bon cœur notre Alléluia. Bulletin paroissial, février 1932. Comme on peut le lire dans le bulletin paroissial La Tour Saint-Jean, et aussi dans le courrier de Péronne du 5 juillet 1932, une grande cérémonie religieuse est programmée avec faste le 10 juillet, pour la bénédiction solennelle de l'église restaurée. Civils et religieux, laïcs et cléricaux dans un élan fraternel, s'uniront pour fêter la restauration à l'identique du plus vaste bâtiment de la cité. Marseillaise, prières liturgiques et sonneries des cloches vont retentir à la grande joie de tous. L'émotion sera immense. Aucun Péronais ne voudra manquer cet instant. Entre la décision officielle du 9 février 1925 de restaurer l'église et sa bénédiction le 10 juillet 1932, il aura fallu quand même patienter 7 ans. Dimanche 10 juillet 1932, le même jour que la bénédiction de l'église, l'après-midi à 3 heures. Translation de la statue et des reliques de Saint-Furcy. La procession partira de l'église provisoire pour atteindre l'église rebâtie. La statue et les reliques seront transportées par un char, tiré par les bœufs blancs de la légende. Venu d'Amiens en automobile, Monseigneur Lecomte bénira la population. Elle est belle notre église. La restauration a autant respecté l'intérieur que l'extérieur. Mais les dentelles de pierre qui faisaient jadis sa fierté sont beaucoup moins nombreuses. L'âme et l'esprit architectural du chœur sont conservés. Mais ces fresques murales à la gloire de Saint-Quentin et de Saint-Furcy sont effacées à tout jamais. Il nous reste bien des cartes postales pour les admirer comme par le passé, mais ce ne sont que des cartons imprimés. Tout en art déco, fidèle au motif d'avant-guerre, le maître verrier Jacques Gruber nous éblouira de vitraux resplendissants.
À la tribune, un orgue tout neuf de la maison Cavaillé-Coll sera inauguré le 2 juillet 1933 par Marcel Dupré, Grand Prix de Rome. Mademoiselle Ossard, aveugle et brillante musicienne, en devient titulaire. Sur cette vue, nous pouvons remarquer la peinture murale de 1601, La Bonne Mort. Dédiée avant-guerre à Sainte-Anne, cette chapelle à la peinture murale est dorénavant celle de Saint-Furcy. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le 24 mai 1940, l'église échappe à l'incendie de la Grande Place. Quelques dégâts sont à déplorer. La statue de Saint-Furcy, patron de la ville, sera détruite et jamais remplacée. Le 13 août 1944, à 9 h du matin, un wagon de munitions rempli de chédite explose sur les voies en face du boulevard du Sud-Est. Toutes les vitres de la ville volent en éclats. Les vitraux et verrières de l'église sont au sol. Les dommages sont considérables. Après des années bien trop longues, seule une partie des vitraux de Jacques Gruber sera remplacée. Dommage. Le commerce devant la tour Saint-Jean, incendié en 1940, ne sera pas reconstruit, laissant place à un petit jardinet fleuri, bien agréable.